Bienvenue au webinaire L'engagement de l'élève au virtuel, deuxième partie avec Jasmine Bernier qui est enseignante au virtuel en 11e année et Sophie Larocque-Germain, enseignante au virtuel en première année. Alors, effectivement, c'est une partie 2. Donc, la première partie avait été présentée en novembre avec Daniel Patry et Bianca Gérard. Et en résumé, là, ce qu'on avait vu, c'était les 3 besoins chez l'apprenant. Donc, les sentiments, en lien avec sentiment de compétence, sentiment d'appartenance et sentiment d'autonomie. À ça, on a vu aussi les pistes pour passer à l'action. Donc, concevoir l'apprentissage, élaborer des situations d'apprentissage authentique, soutenir l'apprentissage grâce aux pratiques d'évaluation, créer diverses relations pour promouvoir une culture d'apprentissage, rehausser ses pratiques pédagogiques en compagnie de ses pairs et employer efficacement l'éthique. À ça aussi, on a abordé le cadre ICE, Innovation, Créativité, Entrepreneuriat. Vous allez voir tout au long du PowerPoint, Jasmine et Sophie vont faire référence à ce cadre. Et rapidement, je l'ai inséré dans le diaporama parce que les enseignants, si vous voulez voir, si vous voulez avoir accès à ces différents cadres, c'est sur le site web, donc vous allez avoir le lien. Et les autres enseignants, vous pouvez aussi là, télécharger les documents, donc les liens sont ici dans le diaporama. Alors, si on se met maintenant dans un contexte de virtuel, on sait que quand on est en classe, hein, les élèves arrivent, il y a toujours une routine qui est inculquée, puis je pense que c'est la façon facile de commencer la journée. Si on se met dans un contexte virtuel, quelle est l'importance de cette routine? Je vais débuter la conversation, premièrement, en parlant au nom de Jasmine et moi, de vous dire merci d'être là en passant. On est vraiment touchés par votre présence. On est nerveuse, mais on est vraiment touchés par le nombre d'inscriptions. Donc, un gros merci pour ça. On a hâte de converser avec vous. Donc, un peu pour vous mettre dans le contexte, quand j'ai eu l'annonce que j'allais être la chanceuse d'enseigner en virtuel, j'ai vécu un peu ce moment-là avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Je pense que je ne suis pas la seule. Hein? Si je regarde les noms, on a tous vécu ce moment-là avec beaucoup d'émotions. Puis, après avoir paniqué un peu, je me suis dit, bien, on ne part pas de rien. On a vécu des belles opportunités, des belles expériences au présentiel. On ne part pas de rien. Alors, je me suis mis à réfléchir et à penser à qu'est-ce qui était important au présentiel, qu'est-ce qui était essentiel au présentiel que je voulais transformer et être vivable au virtuel. Puis tout de suite, la première chose qui m'a venue en l'idée, c'était la routine du matin, le moment qu'on vit avec nos élèves le matin. Puis en présentiel, on sait, hein, ce moment-là, il est important. On leur dit bonjour, on regarde leur non-verbal, ça va pas bien. Hein, des fois, les petits, on leur donne des câlins. C'est un moment important dans la journée. Mais au virtuel, on se retrouve vite derrière un écran. Puis, oh, comment on va vivre ce moment-là pour qu'il soit aussi riche qu'au présentiel? Donc, c'est un peu la réflexion aujourd'hui. Je me suis dit, OK, quand on a commencé au virtuel, j'ai dit, OK, il faut absolument un moment comme ça. Donc, oui, on a mis en place une routine quand même super stable pour sécuriser les enfants dès le départ. Mais le petit moment, le premier 10 minutes que je passe avec les élèves, c'est vraiment là que j'essaie de créer ce moment-là qu'on a toujours vécu au présentiel, le petit moment de comment ça va-tu bien et tout ça. Puis parce qu'on arrive de plusieurs écoles au virtuel, je veux pas, on a une classe qui nous arrive du territoire entier du CPO qui est, si vous ne le savez pas, énorme. Donc, il y a une petite stratégie que j'utilise le matin qui nous permet de mieux se connaître. Puis je le contextualise, puis je le dis aux enfants, je dis, les cocos, ça va nous aider à mieux se connaître. Puis pour moi, c'est important de te connaître. Donc, on a toujours une question amusante du jour le matin. Et puis, les élèves peuvent le répondre dans le clavardage. Puis en pensant clavardage, en première année, c'est un gros hit. Ils adorent le clavardage. Donc, c'est vraiment comment ça va ce matin. Dis bonjour à un ami ce matin.
Ce matin, c'était « Est-ce que tu préfères? » Puis il y avait toutes sortes de choix. Alors, c'est vrai qu'on utilise Google Slides avec explicite des phrases. Comme ça, les enfants peuvent retaper ou ils peuvent créer leurs propres phrases également. Mais ce petit moment-là, le petit 10 minutes que j'aime dire que j'investis, bien, ça me permet de dire « OK, je vois Jasmine, là, ça fait 3 jours qu'elle est chez sa grand-mère. Peut-être va falloir que je sois plus flexible parce qu'elle n'a pas ses outils aujourd'hui, je suis certaine. Ah, là, ça me permet de voir que ma petite Pascale, là, elle n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Peut-être qu'elle a mal dormi. Donc, ce moment-là est très, très riche. Puis, je pense que c'est une stratégie qui est super gagnante dans la routine du matin. Puis aussi, ça sécurise aussi l'enfant. Ça, c'est ma petite routine du matin. Donc, aussi, on a des petites tâches, un message, tout ça. Je suis certaine que vous avez toutes des belles stratégies au niveau de vos routines. Mais pour moi, ça, c'est mon petit coup de cœur, le petit 10 minutes que je passe avec mes élèves comme ça. Je sais que Jasmine aussi a une excellente stratégie, n'est-ce pas, Jasmine, par rapport aux routines? Moi, Sophie, ce que j'ai remarqué beaucoup quand j'ai commencé au virtuel, parce que c'est sûr que ça a été un choc, je pense que pour tout le monde. Puis présentement, je pense qu'il y a plusieurs enseignants qui, en Ontario, vivent le choc qu'on a vécu, nous, il y a quelques mois. Et ce qui m'a aidé beaucoup, ça a été d'instaurer une routine qui est toujours la même dans la façon de procéder dans le cours, parce que j'avais des jeunes qui étaient tellement désorganisés et tellement perdus que c'était difficile de pouvoir les rendre efficaces dans les tâches, juste efficaces à chercher dans un classroom. Ils ont beau être en 11e année, j'ai l'impression qu'ils ne lisent pas les intitulés, qu'ils ne savent pas où regarder dans quel onglet, et ça devenait très, très complexe. Et pour les amener à aller plus loin, parce que c'est sûr que j'ai décidé de prendre des jeux comme Brain Jazzette. Ce matin, notre question, pendant que je prenais l'assiduité, c'est « Est-ce que vous êtes des lève-tôt ou des lève-tard? » Là, je prends en note leur réponse. Es-tu sucré ou es-tu salé? Fait que c'est des petites questions comme ça, au lieu de dire juste présent, présent, présent. Fait que ces informations-là me permettent d'avoir un lien un petit peu plus solide avec mes élèves, parce que je ne les connais pas, là. Je considère que je suis une étoile filante dans leur vie, parce que nous, on est en quadrimestre. Fait que je suis avec eux pour 8 semaines. Fait que je suis vraiment une étoile filante. La grammaire, je leur pose, c'est souvent une phrase analysée ou des problèmes de grammaire qui ont, et moi j'appelle ça la mécanique de la langue. On essaye d'observer comment que la langue fonctionne, comme un mécanicien qui est avec son auto puis qui comprend son moteur. Le jeu placote, je vais en parler un petit peu plus tard, mais dans mon moment magique, dans ma routine, c'est ce qu'on appelle l'énoncé de recherche. Puis l'énoncé de recherche, Pascal, je ne sais pas si tu peux aller à la page suivante, juste pour pouvoir contextualiser les gens. Voilà. L'énoncé de recherche, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une grande idée pour la semaine. La semaine passée, ma grande idée, c'était le temps et le lieu modifient les représentations. Okay? J'avais quelque chose comme ça qui était mon énoncé, ma grande idée. Et là, quand on est arrivé mercredi, jeudi, avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, on avait du bonbon pour pouvoir essayer de comprendre cette grande idée-là. Et les jeunes s'aperçoivent que d'avoir une grande idée qui nous suit toute la semaine, j'ai mis des exemples de grandes idées, puis il y en a plein d'autres dans toutes les matières, vous pouvez en faire. C'est en lien avec les concepts. Et c'est comme ça que les élèves développent une certaine expertise, mais c'est surtout ça qu'ils se souviennent. Quand je parlais à mon groupe qui ont fini le premier quadrimestre, mais le fait de cette routine-là, ils ont dit notre cours était axé sur l'actualité. Mais pourtant, on n'était pas tant actualité que ça, mais le fait qu'on avait des grandes idées, eux pouvaient créer des liens avec leur vécu, avec les gens autour d'eux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réinvesti de la lecture de la semaine que vous avez des fois en première année. Tu sais qu'il y a eu des temps où il y avait comme une lecture qui suivait durant la semaine pour qu'on puisse observer des choses particulières. Bien, la grande idée, c'est un petit peu ce même concept-là. Donc, en salle de classe, moi, ma grande idée est écrite au tableau. Fait que j'en parle avec les élèves de façon régulière. Fait que c'est un petit peu ça pour la routine, je vous dirais. Ça a été un point d'ancrage important. Et quand on a changé de quadrimestre, que je suis partie d'un groupe qui était rendu tellement à l'aise avec la routine avec l'autre, le groupe que j'ai reçu au deuxième quadrimestre, eux autres auraient voulu pleurer parce que c'était comme trop. Et moi, j'aurais voulu pleurer parce que, mon Dieu, ils ne sont pas autonomes. Et maintenant,
ça va super bien. Et ils sont toujours en train de s'entraider. Ils savent d'avance, ben là, on va aller faire la grammaire. Fait qu'ils mettent le lien tout de suite dans le chat. Là, on s'en va à l'énoncé de recherche, ils mettent le lien du Gemba. Donc, ils ont aussi développé leur entraide entre eux parce qu'on avait une routine. Ils arrivent en retard au cours, sont capables de voir où on est rendu. Fait qu'ils s'insèrent parce que surtout qu'on ne peut pas les prendre à retrait pour leur parler. Tu sais, je peux pas... Puis on ne veut pas non plus les mettre, un jeune de 11e année, tu ne veux pas non plus le mettre en évidence devant tout le monde pour lui dire les choses. Il n'aime pas ça. Tu veux pouvoir avoir un lien positif. Fait que c'est un petit peu au niveau de ça, au niveau de l'importance de la routine. Oui. On a... ça va, Jasmine? Je pensais qu'on... Oui. Oui, OK, je pensais que ça avait coupé un petit peu. C'est ça, un moment donné, on a vu que Jasmine a coupé. Ça aussi, ça fait partie de la réalité du virtuel. Donc, on continue avec ça, on travaille avec ça. Puis, je pense qu'il n'y a rien de parfait des fois dans le virtuel aussi. Donc, on apprend... Il ne faut pas se donner cette... Puis, je pense que je l'ai dit hier à notre rencontre, il ne faut pas se donner cette attente-là non plus d'être parfait. Donc, puis je pense que ça fait des élèves aussi flexibles, puis très compréhensifs, puis surtout très patients. Je pourrais vous compter longuement des situations, des bris de techno, mais on va passer à autre chose. On va passer à la relation, dans le fond, en virtuel. Comment est-ce que vous réussissez à créer une relation dans un contexte virtuel? Peut-être Jasmine, tu veux partager avec nous? Oui, puis je vous dirais, tu sais, on parlait tantôt qu'il y avait un décalage ou que j'avais gelé ou quoi que ce soit. Bien, avec la relation, tu sais, souvent les jeunes vont arriver puis ils vont nous le dire ou ils vont apprendre à pouvoir. Il y a comme cette intégrité-là et cette authenticité-là qu'à un moment donné, il faut tous s'entraider. Puis qu'à un moment donné, c'est nous autres qui se faisons expulser d'un mythe. Pourquoi tout d'un coup le système a décidé que moi j'étais expulsée? Pourquoi qu'un élève n'est pas capable d'ouvrir sa caméra ou son micro? Fait que je trouve qu'au niveau de la relation, j'apprends avec le virtuel, j'ai appris à être patiente. Beaucoup plus qu'en salle de classe. Parce qu'en salle de classe, c'est comme, OK, go, on y va. Puis le rythme est beaucoup plus soutenu. Fait que je dirais que ça m'a quand même, au début, déstabilisé parce que nos repères ne sont pas les mêmes. Donc, il faut trouver une autre façon. Fait que l'ouverture de la caméra, j'y vais pas d'une manière négative. Je vais plutôt toujours remercier les jeunes qui l'ont ouvert leur caméra. Parce que je leur dis, surtout en 11e année, j'ai beaucoup de jeunes qui vivent toutes sortes de réalités. Et à un moment donné, il y a aussi l'anxiété qui se mêle à tout ça. Et que j'ai des jeunes qui ne sont pas bien une journée, qui ne pourront pas avoir leur caméra ouverte. Ou carrément, le système Internet ne fonctionne pas assez bien cette journée-là. Et ils ne peuvent pas avoir leur caméra ouverte. Donc, au lieu de dire d'avoir une approche beaucoup plus négative, bien, ça va être plutôt merci d'allumer votre caméra. Merci parce que pour moi, vous êtes en contact avec une personne que j'ai aujourd'hui. Puis c'est important que je vois des gens. Vous êtes les seules autres personnes que je vois à part mes enfants, mon mari. Tu sais, comme j'ai pas d'autres contacts. Vous êtes ma vie, vous êtes mon social. Là. Donc, on va parler beaucoup plus de façon positive au niveau de la caméra. Les auto-évaluations, puis maintenant, nous, avec les Meet, on a aussi une espèce de petit onglet sondage. Fait que je peux leur poser des questions rapides au niveau d'un sondage pour savoir comment ils vont, comment ça se passe. Je vais aussi utiliser le chat pour avoir beaucoup de rétroaction. Et dans leurs travaux, je vais les encourager à apprendre à se donner de la rétroaction entre eux. Et ça, c'était un défi très difficile parce qu'étant donné qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils viennent de toutes sortes d'écoles, de s'entraider en dehors de nos amis devient complètement différent. Donc, on a utilisé plus tard, si on se rend, mais en tout cas, à la fin du diaporama, vous allez quand même voir, j'ai développé comme une espèce de stratégie pour soutenir les élèves. Les conférences élèves, ce sont des petites rencontres que je vais faire à retrait avec des petits groupes. 2-3 élèves pour qu'on ait le temps de se jaser d'apprentissage de ce qu'on fait. Et comme j'ai mentionné plus tôt, la discipline positive prend encore plus d'importance au virtuel parce que je ne peux pas dire dans un cadre de porte « Hey, Pascal, comment ça va aujourd'hui? » Le kit, il faut toujours que je le fasse devant tout le monde. Et ça modifie notre façon de faire.
Et moi, il y a un outil qui, à l'université, nous parlait tout le temps, le dossier anecdotique. Je n'ai jamais réussi à faire ça en salle de classe, dans une classe ordinaire, mais au virtuel. Je suis assise à mon bureau et là, j'ai une feuille avec tout le nom de mes élèves et là, je prends en note. Fait que je pourrais vous dire ce matin qui étaient ceux qui étaient l'élève tôt, qui étaient ceux qui étaient l'élève tard. Il y a 3 semaines, quand j'ai posé la question, quelle serait la meilleure couleur pour une autosport? Là, les jeunes j'avais toutes leurs choses pour pouvoir avoir des informations à propos de ce qu'ils disaient. Donc, c'est quand même intéressant parce que ça me permet de revenir. De tisser des liens, des informations comme ça, quand moi je leur parle, ben, j'ai un petit peu plus d'informations, d'informel avec eux. Parce que sinon, virtuel, on a toujours l'impression d'être dans un monde formel. Oui. Donc, le dossier anecdotique a pris son sens. Je ne sais pas, Sophie, toi, je oui. sais que tu as les parents au travers de tout ça. Oui, exactement. Puis, exactement. Puis, tu sais, tu disais au niveau aussi de la fiche anecdotique, tu peux sucre ou sel, ben c'est exactement ce que je réussis aussi à faire pendant la routine qu'on mentionnait tantôt. Tu sais, ce moment-là, c'est important. Puis, veux pas, ça va avec la relation avec eux. Puis, comme tu disais, tu en reviens avec tes 11e années. Avec les premières années, c'est la même chose. Tu sais, on revient, puis on disait, « Ah, je me souviens que tu aimais le rouge. Alors, aujourd'hui, je vais juste mettre mon texte en rouge parce que je sais que cet élève aime le rouge. » Mais c'est des petites choses comme ça qu'on permet d'utiliser parce qu'on leur a demandé. On a pris le temps de leur demander, puis on prend le temps de les écouter. Donc oui, alors Jasmine, ce que tu dis, c'est tout à fait valable en première année, en 5e année, c'est tout à fait valable. Et puis, je vais vous parler rapidement d'une autre relation qui est importante pour moi. Puis après ça, je vais vous parler des parents parce que j'y tiens, parce que je vais parler en nous. C'est important pour moi que les gens comprennent le contexte, c'est que je travaille en dyade. Donc, j'ai la chance de travailler avec une perle, Mme Samantha Sabourin. Donc, on a chacun notre classe titulaire et puis, au lieu d'enseigner 6 matières, on en enseigne 3 chacune et on s'échange les élèves. Ce partenariat, cette relation-là qu'on a développée, Samantha et moi, est très importante pour la réflexion, pour tout ce qu'on a réussi à faire depuis le début. Puis c'est important pour moi de la mentionner parce que ça ne part pas seulement de moi, les stratégies, ça part de nous, des discussions et des longues heures après les heures de classe. Donc, je tenais à quand même vous dire que cette relation-là est très importante pour moi, cette relation de dyade et de collègues, qu'on va aussi mentionner plus tard dans la section de collaboration. Mais comme Jasmine a mentionné, oui, le partenariat avec les parents a toujours été important. Hein, au présentiel est important, mais le constat que je fais au virtuel, c'est qu'il est indispensable. La collaboration avec les parents, la relation avec les parents est indispensable. On va se le dire, ce n'est pas juste l'élève qui vit l'apprentissage en ligne, c'est les familles qui vivent l'apprentissage en ligne. Puis je sais que Jasmine, hein, tu le vis depuis au début, moi aussi, je le vis avec mon fils. Donc, on vit tout le monde. C'est la famille qui vit l'apprentissage virtuel. Donc, pour nous, c'était important d'appuyer les familles, d'assurer, de les rassurer aussi. Ça crée beaucoup d'anxiété, l'apprentissage en ligne, d'insécurité. Donc, pour nous, c'est important. Puis, 2 stratégies qu'on a mises en œuvre qui a su rassurer les parents. Tout d'abord, l'une qu'on a mis en œuvre dès septembre. Je vous la partage quand même, étant donné même si on est au mois de janvier, parce que si on avait à refaire, et si ça continue comme ça, on va continuer encore pour la prochaine année. Je ne prédis pas l'avenir, mais bon, peut-être que l'apprentissage virtuel va continuer. C'est une stratégie que je mettrai quand même en place dès l'année prochaine également. C'est grâce à la collaboration de ma direction, nous avons pu prendre 2 jours pour rencontrer chacune des familles et évidemment avec leurs enfants. Ces rencontres individuelles-là ont su rassurer les parents. On leur a demandé comment ça va. Avez-vous les outils? On les a rassurés pour leur demander, tu sais, c'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que ça va avec vous? L'horaire, on va le travailler avec vous. Tu sais, il y a des parents qui m'ont dit, ben c'est beaucoup trop d'écran pour mon enfant. Il y a des parents qui ça fonctionne. Donc, c'est de travailler avec eux puis de dire, c'est pas grave, on va trouver des solutions puis ça va fonctionner ensemble, d'accord? Il faut juste avoir cette relation-là de confiance puis on va être capable d'arriver à une solution. Donc, ces 2 jours-là
avant le début de l'année, ça a été tellement bénéfique pour justement, c'était du temps bien investi. Donc, pour justement rassurer puis apaiser un peu le stress des familles. Puis aussi, ça sécurise l'enfant, nous voir avant de commencer devant tout le monde, avant 24 petits cocos devant l'écran, bien, ça rassure aussi l'enfant. Deuxième stratégie qu'on a mise en œuvre, qui a quand même aussi bien fonctionné, c'est d'offrir des portes ouvertes aux parents, genre des mini-formations aux parents. Parce que pour nous, c'est important de les appuyer. Parce que, par exemple, l'apprentissage de lecture, là, il y a plein de choses que moi, je ne réussis pas à faire derrière mon écran. Hein, prendre le doigt pour faire la correspondance mot à mot, par exemple, je ne suis pas capable de le faire derrière. Donc, j'ai besoin des parents pour assurer le pont pour l'apprentissage. Donc, c'était important pour nous de les appuyer. Donc, par exemple, on offrait des portes ouvertes après l'école sur une thématique. On a eu comment partager des documents dans notre portfolio. Ce n'est pas évident pour les parents, certains parents. Donc, on a offert une session de formation pour comment gérer le portfolio, que nous, on utilise Google Slides également pour le portfolio de l'élève. On a fait une porte ouverte, par exemple, pour l'apprentissage de lecture. Hein. À toutes les stratégies de lecture, j'ai j'ai coaché, on pourrait dire coaché les parents un peu comment faire de l'apprentissage de la lecture à la maison. On a fait les stratégies en mathématiques. On a fait une porte ouverte par rapport aux jeux. Donc, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas eu autant de parents qu'on voulait. Je vais être honnête avec vous, mais Samantha et moi, on a décidé de voir ça du côté positif, de voir combien de familles on avait aidé au lieu de dire, regarde, les familles qui ne se sont pas présentées. On a vu ça du positif, puis on a aidé beaucoup de familles. Puis ça, je trouve que ce pont-là, c'est une stratégie très gagnante. Et on l'a partagé, à une autre collègue du pavé. Et puis, elle a fait justement sa première porte ouverte en décembre. Elle avait 20 parents qui se sont présentés quand même. Donc, il y avait quand même, ça répond quand même à un besoin. Ça répond quand même au soutien que les familles ont besoin dans cette belle folie que j'aime appeler. Oui. On a mentionné tantôt authenticité. Justement, on revient là-dessus sur l'importance de l'authenticité. Pourquoi est-ce si important selon vous? Oui? Excuse-moi. Tu peux continuer? Oui, vas-y. C'est la nervosité, je pense. Mais Jasmine et moi, on en discutait beaucoup de l'authenticité. Puis, on s'est dit, l'authenticité, c'est toujours important. Qu'on soit au présentiel ou qu'on soit au virtuel, l'authenticité, c'est important. Hein? Combien de fois on a la question, hein, ça compte-tu, ça sert à quoi? Peu importe l'année, hein? On a toujours ces questions-là. Puis, au virtuel, je remarque également que les enfants développent énormément de compétences. Que ce soit, par exemple, la collaboration, c'est sûr que la collaboration est vécue de différentes façons. Hein, ce n'est pas autour d'une table, mais c'est autour d'un document partagé. Mais on vit ça différemment, puis on se développe des compétences et on développe des habiletés de travail et des aptitudes de travail. Mais elles sont transformées, elles sont vécues différemment. Et quel beau bagage pour l'enfant, pour l'élève, quel beau bagage de vivre ces expériences-là. Donc, une stratégie qu'on a mise en œuvre, qu'on a beaucoup appréciée, c'était la co-construction du code de vie avec les élèves. Parce que peu pas, les HH ou les habiletés, je ne peux jamais dire ce mot-là, habiletés d'apprentissage et aptitudes de travail ont été transformées. Ils n'ont pas été faits pour un contexte virtuel. Donc, on a dû les transformer, mais on les a transformés avec les élèves pour co-créer ensuite notre code de vie. Donc, avec les élèves, on s'est servi de nos repères. Hein. Nos repères, c'était bien ça qu'on avait vécu en salle de classe, en présentiel, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on avait vécu au mois de mars et avril l'an dernier, quand les écoles sont fermées? On a un bagage, on a des expériences. Alors, on va se servir de ça pour co-construire ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin pour que ça fonctionne, puis pour qu'on soit heureux dans notre classe virtuelle? Donc, on a créé un code de vie pour et par les élèves. Et je vais vous dire que ça n'a pas pris une semaine, ça a pris plusieurs semaines parce qu'on s'est servi de nos expériences du jour au jour pour dire, OK,
finalement la bouche pleine. Est-ce que je peux participer quand j'ai la bouche pleine? Ah, ben peut-être pas. Ah, ben, peut-être qu'on va pouvoir l'ajouter dans notre code de vie de la classe. Donc, en vivant ces expériences-là, puis en disant, OK, minute, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on l'ajoute dans notre code de vie? Est-ce qu'on co-construit? Et finalement, on a co-construit, puis finalement, on est arrivé avec notre code de vie ensemble. Mais je pense que la co-construction avec nos élèves fait une grande partie de l'authenticité. Ça rend les choses réelles. Donc, je pense que de mon côté, quand on co-construit avec les élèves, ben, on les inclut, on rend la tâche authentique. Donc, j'oublie mon mot parce que je suis super nerveuse, mais bref, on rend la tâche authentique dans le fond parce qu'on les inclut dans la tâche comme telle. Mm-hmm. Moi, tu vois, une autre façon où ce que je vais le travailler, c'est en essayant d'expliquer de façon très rendre ce qui est implicite, explicite, pour leur montrer à quoi ça sert. Fait que, mettons, je donne l'exemple éthique de travail. Je leur explique, bien, mon mari, lui, il y avait des students qui travaillaient pour lui, devait prendre des mesures. Et là, les gars écrivaient ça sur des feuilles, donnaient ça à mon mari. Par la suite, quelques semaines après, mon mari fait le rapport. Et là, à un moment donné, il s'aperçoit qu'il y a un des jeunes qui arrive pour lui donner sa feuille. Il n'y a pas son nom, il n'y a pas la date, il n'y a pas le lieu. Fait qu'il dit, il regarde le jeune, prend la feuille, la jette à la poubelle. Le jeune soudeur, tout insulté, il dit, bien, ça donne quoi? Bien, il dit, c'est ça, ça donne rien. Moi, dans 3 semaines, quand je vais écrire mon rapport, je n'ai pas les informations minimales. Donc, de leur montrer, il faut se développer une éthique de travail. Puis, ce n'est pas juste parce que tu es à l'école dans un contexte scolaire, c'est qu'est-ce que tu vas transférer dans le milieu professionnel. Si tu n'as jamais appris à écrire ton nom sur une feuille quand on te la donne, dans un document Word, quand tu l'ouvres, tu vas arriver sur le marché du travail, tu n'auras pas ce réflexe-là. Il y a plein d'automatismes que l'école aurait pu t'aider à acquérir. Donc, vraiment, au même titre que, là, j'ai mis des exemples de stratégies de prise de parole ou de stratégies d'écoute que tu aurais pu développer, qui auraient été plus automatiques, mais qui auraient pu te servir sur le marché du travail, à ton emploi à temps partiel, dans tes études postsecondaires. Je regarde juste comme les élèves, il y en a qui apprivoisent la caméra, mais en même temps, si tu as un emploi qui exige ou un stage coop qui exige que tu aies des rencontres virtuelles, tu ne pourras pas fermer ta caméra à moins que ton superviseur te dise que c'est correct. Mais tu ne peux pas prendre l'initiative. Donc, il faut que tu t'habitues à apprivoiser l'image que tu génères puis que si tu n'aimes pas ça, de te voir en gros plan, il faut que tu trouves des solutions pour dire je vais épingler une autre personne pour me concentrer sur elle et oublier qui je suis parce que ça va être tellement être rendu en petit minuscule. Donc, c'est vraiment important de leur parler de l'utilité que ça a réellement dans nos vies. Puis des fois, les jeunes, en salle de classe régulière, ils nous la posaient de façon systématique. Et si nous, en tant que pédagogue, on n'est pas capable de leur expliquer à quoi ça sert, que nous, on n'a pas compris l'utilité de ça, mais c'est difficile pour les jeunes aussi de le voir. Et pour eux, il y a ça à une perte de temps. Donc, il faut vraiment que l'apprentissage ait un sens pour qu'ils puissent s'engager et aller beaucoup plus loin dans leur désir de performer ou dans leur désir d'apprendre carrément, d'avoir cette curiosité-là intellectuelle qui se développe. Puis de le réinvestir aussi. Puis avec les petits, il faut réinvestir rapidement, plus rapidement peut-être, mais c'est de réinvestir puis explicitement leur dire voici, on s'en sert, puis de leur dire de façon explicite. Oui. Il faut vraiment rendre tout ce qui est implicite explicite. Exactement. Parce qu'ils ne le feront pas. Ils ont besoin, c'est notre coup de pouce qu'ils ont besoin d'avoir au niveau de l'authenticité. On va passer à l'autre. Importance du choix. Pourquoi offrir des choix modifie-t-il l'engagement des élèves en virtuel? Jasmine, tu peux continuer? Oups. Je regarde, il y a un jeu que je fais. Ça s'appelle Dis ta vie. C'est un jeu de la collection Placotte que j'ai acheté et c'est un jeu que je faisais en salle de classe.
quand on avait fini du travail, quoi que ce soit, que j'ai décidé de reprendre au virtuel sur une autre forme. Étant donné que j'enseigne français, une de mes attentes, c'est de prendre la parole de façon spontanée et de préparer des petites présentations. Donc, le jeu Dis ta vie a été un moyen pour y arriver parce que là, les jeunes doivent prendre la parole devant toute la classe pendant 30 secondes. C'est pas long. Mais pour quelqu'un qui est stressé, qui est anxieux, qui n'est pas habitué de parler devant tout un groupe, c'est gros 30 secondes. Ils ont toujours 2 minutes pour se préparer et moi, j'ai utilisé le choix. Ce qui est étrange, c'est qu'au début du quadrimestre, les jeunes n'aiment pas nécessairement cette activité-là. C'est pas quelque chose à les déstabiliser. Et plus ça avance, plus comme là, cette semaine, j'ai dû, mettons, mercredi, on n'en fera pas parce qu'on a une formation, les jeunes sont « Ah! » Parce que là, ils apprennent des informations sur les autres, puis ils peuvent créer des relations avec les autres. Fait que, comme aujourd'hui, il y en avait, à la question société, ça parlait du racisme. Mais là, on avait 2 jeunes dans la classe qui avaient choisi cette question-là. C'était intéressant de les écouter. Puis il y en avait plein qui avaient décidé de prendre Avenir où tu veux aller voyager. Et là, les jeunes aiment ça. Puis là, dans le chat, je les vois. Hey, moi aussi, j'aimerais ça faire ça. C'est vraiment intéressant ce que tu as dit. Et là, ils créent des liens entre eux. Fait que moi, le choix, j'essaie de l'offrir le plus souvent parce que j'observe que ça modifie vraiment leur engagement. Et ils vont avec quelque chose qui les interpelle plus. Et au final, je réussis quand même à évaluer leur prise de parole. Tu sais, je peux quand même avoir des informations. Je ne suis pas obligée de donner une seule chose fixe. Je ne suis pas obligée de donner à tout le monde le même sujet de dissertation. Je ne suis pas obligée. Qu'est-ce que je veux vraiment vérifier? Et là, le concept qu'on avait déjà entendu parler il y a quelques années de résultats d'apprentissage va prendre son sens encore plus parce que là, on va amener le jeune à faire des choix. Fait qu'il faut que je sache c'est quoi le résultat que je veux avoir pour pouvoir arriver à donner ces choix-là. Fait que, puis je sais que Sophie, toi, de ton côté, je vous lève mon chapeau parce qu'avec les tout-petits, le choix est super important dans une salle de classe régulière, là. Oui, le choix est vraiment important. Et puis, même au virtuel. Et puis, moi, j'avais aussi le goût de parler un peu des activités asynchrones qui est tout nouveau pour nous. Et surtout avec toutes les différentes situations familiales dont l'enfant est mis place. Donc, un peu pour vous donner le contexte, Mme Samantha et moi, on a 44 différentes familles. Donc, on a des enfants qui doivent être occupés pendant toute la journée parce que les parents sont très occupés. Et on a des familles qui sont plus disponibles, mais qui veulent très peu de temps d'écran. Donc, on a un peu une panoplie de besoins et puis une stratégie qui semble aider et rassurer les familles, c'est vraiment la grille de choix dans nos activités asynchrones. Donc, dans les activités asynchrones, on a toujours une grille de choix où l'enfant peut aller choisir les activités pédagogiques qu'il veut faire. Donc, elle n'est pas obligatoire. Donc, un enfant qui veut, ou un parent qui veut que son enfant passe un temps minime à l'écran, c'est peut-être pas pour lui. Mais un enfant qui a tout fini ses activités asynchrones et qui dit, ben je dois être occupé, puis on veut peut-être pas qu'il joue un jeu moins éducatif, ben, il peut aller dans la grille asynchrone pour aller choisir un peu les activités qui font suite à ce qu'on a vu en salle de classe. Donc, ça, c'est une stratégie qui est très appréciée aussi des élèves. Une autre stratégie aussi, parce qu'on met des activités asynchrones, ça, on a vu que ça gérait aussi une certaine anxiété dans certaines familles parce que surtout les élèves à difficulté qui ne peuvent pas réussir malgré l'appui qu'on leur donne, malgré, on met notre voix pour expliquer le travail, on explique les travaux tous les matins, malgré tout ça, réussissent pas à faire les activités asynchrones de façon autonome. Puis, il ne faut pas oublier, ils ont quand même 6 ans en première année, donc avec raison. Donc, on essaie de rassurer les parents en leur donnant une liste à prioriser dans les activités asynchrones. Donc, on leur donne une liste puis dire, OK, si c'est trop pour vous, voici les activités que vous devriez prioriter cette semaine. Comme ça va aider votre enfant. Donc, vous voyez la montagne, elle est trop grande, prenez une bouchée à la fois, voici les activités à prioriser. Ça aussi, ça rassure énormément les parents quand on vient à partager des activités.
parce que dans Google Classroom, puis quand on partage énormément de choses, ça peut être vraiment d'un coup, ça peut venir d'un coup comme chez les parents. Donc, ça aussi, ça peut être. Donc, ça donne des choix aux familles et lors des tâches asynchrones. Mais lors du temps synchrone, évidemment, on leur offre des choix, que ça soit le choix. Puis, je pense que aussi, en offrant des choix, on pousse la créativité, n'est-ce pas? Quand on offre des choix, bien, on voit la créativité des enfants et où est-ce qu'ils peuvent aller. Puis, j'aime toujours, quand je planifie une leçon, j'aime toujours dire, OK, où est-ce que je peux encore agrandir le cadre? Est-ce que je peux encore agrandir le cadre? Où est-ce que je peux aller laisser la liberté un peu aux élèves? C'est sûr que des fois, il faut que tu ramènes le cadre. Mais je me dis, tant que je connais mon objectif d'apprentissage, je peux peut-être aller ouvrir encore plus le cadre. Donc, c'est une stratégie aussi que moi, j'utilise lorsque je planifie aussi mes leçons. Mm-hmm. C'est bien. L'importance de l'environnement. Comment l'environnement devient un allié au virtuel? Bien, en fait, Jasmine, voulais-tu commencer? Ah, vas-y, Sophie. Correct. Non, OK, d'accord. En fait, l'environnement, c'est un allié, mais ça peut être un beau défi. Hein? Au virtuel, les enfants et les élèves, excuse-moi, je dis toujours enfants, c'est dans mon vocabulaire, mais je peux dire élèves ont tous un environnement d'apprentissage différent. Et ce que j'ai trouvé qui était très positif et important, c'est de rendre explicite et de bâtir le matériel avec eux. Par exemple, c'est drôle, j'ai vécu la situation aujourd'hui. On a fait des petites cartes repères, hein, parce que moi, on n'a pas toutes les familles qui ont une imprimante. Je ne peux pas dépendre sur l'imprimante. Donc, on bâtit beaucoup notre matériel. Donc, on bâtit ensemble notre matériel, mais je ne peux pas juste dire, OK, amène-moi ça demain, on va reprendre le matériel. Je me suis aperçue que le lendemain, il ne revient pas, le matériel. Donc, la stratégie que j'ai développée, c'est de leur dire, OK, avec tes yeux, trouve un endroit où mettre ton matériel pour qu'il soit, pour que tu le ramènes demain. Alors, regarde avec tes yeux, est-ce que ça va être un tiroir? Est-ce que ça va être un panier? Mais c'est banal, mais c'est de rendre explicite. Puis là, je leur ai dit, OK, un à un, tu me dis où est-ce que tu as mis ton objet, s'il te plaît, pour que tu le ramènes demain. Donc, c'est de vraiment les aider à s'organiser dans leur environnement. Donc, donc aujourd'hui, encore une fois, je l'ai fait aujourd'hui parce que je me suis dit, ah, c'est vrai, il faut que je réutilise les cartes. OK, où est-ce qu'on les met nos cartes? Puis c'est de rendre explicite ici. Mais c'est aussi comme je dis, on ne peut pas dépendre sur l'imprimante. Donc, c'est vraiment de co-construire ensemble. Hein, notre mur puis d'utiliser les outils technologiques pour co-construire aussi un mur de mots et tout ça. Donc, puis maintenant, je vois les familles qui ont des murs de mots sur leur mur et tout ça. Donc, c'est vraiment de les appuyer, puis de leur fournir aussi les repères qu'ils ont besoin, qu'on n'a plus nécessairement. Quelque chose qu'on fait naturellement, Sophie, en salle de classe, c'est qu'on va leur dire, sortez vos crayons, prends ton surligneur. Et au virtuel, parce que, tu sais, l'outil de travail principal, mettons, est un Chromebook ou un ordinateur, mais moi, je me rends compte qu'à un moment donné, les jeunes, leur espace de travail, sont assis sur le divan. Il y en a qui m'ont avoué humblement qu'au premier quadrimestre, qu'ils pensaient être couchés dans leur lit tout le long du quadrimestre. Fait que là, ils ont commencé, ils éteignaient leur caméra, ils étaient tous couchés. Puis là, à un moment donné, ils ont comme réalisé, ouais, ça marche bien. Puis là, contrairement en salle de classe, les profs nous écrivaient au tableau, fait qu'on pouvait prendre des notes. Maintenant, il faut qu'on choisisse quand on prend des notes. Fait que le concept d'espace de travail, puis là, je leur dis, sortez vos papiers, sortez vos crayons, prenez vos notes parce qu'ils ne l'ont pas. Et l'autre chose qui était très étrange, c'est apprivoiser le silence. Parce que quand on a une période de travail et que là, mettons que tout le monde est dans son espace, mais il y a quand même un silence qui se fait et comment qu'on réussit à apprivoiser ce silence-là. Donc, c'est quand même quelque chose. Et moi, j'utilise de la musique. Je vais mettre de la musique de piano, je vais mettre quelque chose parce que pour moi, ça m'angoissait le silence. J'avais de la misère à gérer cette absence-là de bruit quand dans une salle, tout le monde est en train de travailler. Et je me suis aperçue aussi qu'au virtuel, je
suis quelqu'un qui perd la notion du temps quand je suis en train de travailler puis être dans ma zone. En salle de classe, je le vis, mais au virtuel, c'est comme 1000 fois pire. Donc, j'ai dû utiliser des minuteries. Fait que je mets aux jeunes, quand j'arrive, je dis, on fait 2 minutes, il y a un minuteur. Vous préparez votre présentation, vous avez 2 minutes, il y a un minuteur. Vous parlez pendant 30 secondes, ils voient le 30 secondes. Je me suis mis à utiliser énormément de minuteries. Ce que je ne faisais pas nécessairement pour tout ce que je fais en salle de classe, mais on a comme eu besoin d'y arriver. Je mets un minuteur pour dire, bon, c'est la pause de 15 minutes, allez, levez-vous, allez faire autre chose, allez faire, là, je leur dis souvent, allez vous faire chauffer de l'eau, venez avec un thé, ou faites-vous, allez vous chercher un verre d'eau pour qu'ils puissent bouger. Puis, en même temps, mais avec le minuteur, ils savent combien de temps qu'il reste. Parce que juste de dire, on se revoit à 11h25, des fois, ce n'était pas suffisant. Ils faisaient autre chose, puis ils perdaient la notion du temps. Fait que ça a été des choses que je me suis aperçue qu'au virtuel, qu'il fallait se redonner des points de repère, qu'on a automatiquement quand on est dans une salle de classe. Puis, encore une fois, il faut les rendre explicites, ces points de repère-là, parce que c'est pas vrai qu'on les a. Et présentement, je vois plein de collègues qui sont en train de juste découvrir cette notion-là de repère, parce que là, c'est des super enseignants en salle de classe. Et là, c'est de revoir leur repère pour se retrouver au virtuel, parce que c'est un environnement qui est différent. Et comme tu as dit plus tôt, nos meilleurs vendeurs en salle de classe restent aussi nos meilleurs vendeurs au virtuel. C'est ce qui fait qui on est, qui fait qu'on est des enseignants passionnés, intéressants, dynamiques, enthousiastes. Donc, il faut réussir à réadapter. En cuisine, le terme, c'est on revisite. On revisite la pâte chinoise, on revisite. Mais c'est un petit peu ça. Il faut aller revisiter nos classiques pour leur donner la saveur virtuelle. Et il faut faire attention. Vous ne pouvez pas tout créer. Puis, à un moment donné, juste de s'en aller dans un... Internet, des fois, c'est un puits sans fond quand on commence à chercher des choses. Fait qu'il faut aussi regarder les choses simples pour pouvoir bien s'adapter, survivre et fonctionner avec les autres. Fait que cet environnement-là est différent et il faut en tenir compte vraiment beaucoup pour que ça soit, qu'on réussisse à aussi retrouver un équilibre conciliation travail-famille. Parce que sinon, on passe beaucoup, beaucoup de temps dans l'environnement virtuel. Nos yeux sont fatigués, on a des douleurs musculaires qui peuvent apparaître ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut vraiment trouver un équilibre au travers de tout ça. C'est drôle, là, Jasmine, j'ai le goût d'ajouter, parce que au fur et à mesure que j'avançais dans l'expérience en présentiel, je disais, ben, j'en fais trop. Hein, moi, je me dis, il faut que j'en fasse moins que mes élèves. Hein, il faut que j'en fasse moins que mes élèves. C'est mes élèves qui doivent. Donc, mais là, je me rends compte qu'au virtuel, oups, j'ai retombé à c'est tout moi, hein, je suis tout en train de bâtir, je suis tout en train. Donc, c'est un très bon point d'aller revisiter, OK, est-ce qu'il y a des choses que je fais que peut-être mes élèves pourraient faire ou d'aller voir est-ce que j'en fais trop? Donc, c'est un excellent point parce que oui, on passe des nombreuses heures. Donc, et puis, il n'y a pas un équilibre. Donc, pour retrouver cet équilibre-là, c'est un excellent point, Jasmine. On avait parlé un peu de collaboration aussi, donc on revient sur l'importance de la collaboration. Comment développe-t-on des compétences de collaboration à travers du quotidien? Donc, peut-être un petit peu plus difficile en virtuel ou… Jasmine, je te laisse commencer cette fois-ci. Moi, ce que j'observe, c'est que des fois, les jeunes ne savent pas comment contribuer. Puis, s'ils pouvaient savoir comment contribuer quand c'est le temps de collaborer, ça serait beaucoup plus facile pour eux. En salle de classe, ils ont plein de stratégies qui se sont mis à utiliser pour collaborer, mais au virtuel, eux autres aussi sont pris dans le même problème que nous. Il y a des choses que c'est difficile de transférer, tout le côté spontané, tout le kit. Donc, c'est vraiment d'essayer de rendre explicite ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir vraiment apprendre à collaborer. Fait que je vous ai mis des exemples de ce que les jeunes peuvent faire, mais au final, il faut qu'ils développent plusieurs petites stratégies, mais qu'ils apprennent aussi à se découvrir eux-mêmes en tant qu'apprenants, en tant que personne, pour savoir qu'est-ce que je peux offrir aux autres
moi, je suis bonne pour faire des synthèses, je suis bonne pour rendre visuel des notes. Fait que quand j'arrive dans une équipe, regardez, moi, je pourrais contribuer là-dessus, mais je ne suis pas bonne pour, mettons, gérer le temps ou gérer ci. Et là, ils peuvent se donner des rôles. Des fois, les rôles peuvent aider. J'utilise aussi un générateur d'équipe parce que je ne veux pas que mes jeunes tombent parce que je travaille toujours avec la même personne. Je suis toujours dans les mêmes stratégies et je veux vraiment augmenter leur contribution. Fait que souvent, je vais utiliser les liens Kim pour générer des équipes et les périodes de travail sont quand même courtes. C'est 10 minutes, c'est 15 minutes, c'est une demi-heure et ils savent que le lendemain, ils vont être probablement avec d'autres personnes. Fait que je trouve, pour moi, c'était une façon d'arriver à essayer de rendre explicite comment contribuer. Quand je vais dans les groupes, c'est ce que je vais essayer de faire avec eux. Qu'est-ce que vous observez comme patron? Qu'est-ce que vous observez comme tendance? Qu'est-ce que vous voyez comme constat? Je vais leur poser des questions pour toujours essayer d'augmenter leur débrouillardise. Fait que, puis, des fois, les groupes sont plus gros. Des fois, les groupes sont plus petits selon ce qu'on a besoin de faire. Donc, savoir collaborer quand on est 3, ce n'est pas la même chose que savoir collaborer quand on est pris dans un groupe de 10. Donc, ces réalités-là, et là, c'est de faire toujours des points, on a parlé d'authenticité, mais c'est de faire des liens avec qu'est-ce que ça donne de savoir faire ça. C'est pas juste, l'école va te permettre d'explorer, va te permettre d'expérimenter, mais ça a un rôle ailleurs. Moi, dans mon travail, je m'en sers à tous les jours. Et là, je vais donner des exemples de collaboration que j'ai avec mes collègues, ou je vais donner des exemples de mon mari, ou je vais donner des exemples de d'autres gens que je connais qui travaillent dans les mines, qui travaillent ailleurs, qui sont des administrateurs, des médecins, etc., pour leur montrer comment c'est important de savoir contribuer, et de pouvoir voir où je peux aller contribuer. Tu sais, j'observe quelque chose, j'observe un problème et je trouve une solution pour pouvoir y arriver. Fait que... Et moi, je vais vous amener plus dans la collaboration entre collègues. Puis rapidement, parce que je vois le temps filer, puis on aimerait beaucoup vous entendre. Donc, j'ai parlé tantôt de la collaboration entre DIAD. C'est sûr que je ne serais pas ici si je n'avais pas eu la chance de collaborer avec Samantha, parce que il ne faut pas rester seul, hein, même si on est seul. On est peut-être seul dans notre petit coin chez nous, il ne faut pas rester seul. Donc, moi, ce que je peux vous encourager, c'est aller voir des collègues. Même la collaboration entre moi et Jasmine. Moi, je suis en première, Jasmine est en 11e. Ça a été tellement bénéfique pour mon développement professionnel. Jasmine, elle m'a beaucoup apporté, même si elle est en 11e. Donc, je vous encourage, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais prenez le temps, c'est gagnant. Hier, j'ai eu la chance d'aller visiter une classe que Mme Nathalie nous a ouvert sa porte. Merci beaucoup. J'ai passé 45 minutes. Ça a été vraiment super. Alors, si vous pouvez ouvrir vos portes ou si vous avez la chance d'aller voir vos collègues, c'est tellement riche et on s'encourage. On n'est pas toute seule là-dedans. Donc, je pense que cette collaboration-là, ce réseautage et ce partage-là est très important, surtout dans notre contexte en ce moment. Oui, puis Sophie, je vais juste ajouter, avant qu'on passe à la prochaine slide, que ça permet aussi de revenir à nos essentiels puis de se recréer des repères. Des fois, on a juste besoin de s'apercevoir que quelqu'un faisait ça pour se rendre compte « Hey, moi aussi, je faisais ça. » C'est ça. Exactement. J'ai juste oublié de le faire parce que je suis rendue dans un nouvel environnement. J'ai juste perdu ce repère-là et de pouvoir revoir un collègue qui le met en place. Puis, ça fait toute la différence. Puis si vous avez la possibilité d'aller voir ce qui se fait ailleurs, puis c'est les petites choses qui font tu sais, une cathédrale, ça se construit une pierre à la fois. C'est toutes ces petites choses-là qui font la différence. Je n'ai pas besoin d'ouvrir ma porte parce que je fais quelque chose de grandiose. Je peux ouvrir ma porte juste pour permettre à quelqu'un de se recentrer sur elle, ce qu'elle trouve important, les choses qu'elle a le goût de vivre avec ses élèves. Puis peut-être que ce 10 minutes-là, ce 15 minutes-là, ça va lui avoir ça va avoir eu tout un impact dans sa vie complètement différent. C'est vraiment important. Et là, on avait la dernière. Oui, c'est sûr qu'en ligne, des fois, c'est ça, on se sent un petit peu plus isolé, donc c'est important d'échanger. On va avoir aussi l'importance de la rétroaction. Donc, comment se vit-elle selon vos contextes respectifs?
Nous, on utilise un portfolio, mais je pense que Jasmine, ça va être un beau pont, hein, avec la prochaine webinaire. La prochaine webinaire va vous parler de l'évaluation. Donc, je pense que ça, la rétroaction, tout ça, ça va être un beau pont. Nous, c'est sûr que moi, je suis encore en réflexion, en grande réflexion par rapport à l'évaluation, donc j'ai bien hâte d'assister. Mais au niveau de la rétroaction, nous, rapidement, on utilise le portfolio qui aide nettement avec la rétroaction. Ma prochaine étape, c'est de continuer à coacher les parents à travers la rétroaction également. Puis moi, au niveau de ma réflexion, au niveau de la rétroaction, présentement, ce que je trouve difficile au virtuel, c'est que j'ai l'impression d'avoir perdu le spontané. Ce que je pouvais faire en circulant dans une classe, en regardant par-dessus l'épaule d'un jeune qui est en train de travailler, j'ai l'impression d'avoir perdu ça, que je suis toujours en mode il faut que j'aille planifier mes interventions, autant que ce soit moi ou que je vais demander aux élèves. Fait que c'est beaucoup plus encadré. Par contre, la section encadrée que je vous ai mis comme référentiel, c'est quelque chose que j'utilise depuis 3 ans avec les jeunes où, avant qu'ils me remettent un travail, ils doivent aller voir 3 autres personnes pour voir leur travail, mais en ayant un élément très précis à observer. Ce n'est pas des gens pour corriger les fautes, ce n'est pas ça le but, ce n'est pas tes structures de phrases, mais c'est, mettons, tu as une question, tu veux savoir si tes citations, mettons, sont bien insérées dans ton texte. Je vais demander, Pascal, tu peux-tu vérifier ça? Et là, Pascal, elle va avoir une intention très précise liée à la tâche, parce que c'est à des consignes à respecter. Et là, elle va pouvoir me donner la rétroaction sur cet élément-là. Et j'ai trouvé que d'encadrer d'une certaine manière, ça l'a aidé. Mais je vous dirais, présentement, là, puis moi, je suis inscrite pour le prochain webinaire parce que c'est vraiment une question que j'ai, parce que j'ai essayé de faire un test au virtuel, j'ai pris 5 heures pour préparer quelque chose qui dure 10 minutes, ça ne marche pas. Je suis comme Sophie à dire, je ne peux pas travailler plus fort que mes élèves à un moment donné si ça ne fonctionne pas. Donc, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que je pourrais faire? Fait que je pense que ça va être intéressant. Puis aujourd'hui, un petit peu ce qu'on essayait de vous présenter, puis là, j'ai hâte de vous écouter, voir c'est quoi vos stratégies. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à partager parce que c'est des petites choses simples qu'on a essayé de vous partager pour que ça soit accessible pour tout le monde. C'est des repères, qu'on est en train de recréer nos repères dans un nouvel environnement. Fait que sur ça, ben Pascal, je vais te laisser là. Terminé là. Donc, vous allez avoir dans le PowerPoint les adresses de Jasmine et Sophie. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec eux. Merci à vous là, de cette ouverture et de cette disponibilité. Même chose de mon côté. Donc, comme je vous disais, je travaille pour la plateforme IDELO. Alors, vous avez aussi mon courriel pour la plateforme IDELO. Et de ce pas, je vais juste vous montrer rapidement. Je refais un nouveau partage d'écran. La plateforme IDELO. Dans le fond, c'est un environnement là, avec plusieurs ressources, des vidéos, des guides pédagogiques aussi qui peuvent vous aider justement là, pour planifier des cours, soit même en présentiel, asynchrone ou en temps réel. Tantôt, Sophie parlait de créativité. Ça tombe bien parce que justement, je vous invite à aller lire les webzines sur la plateforme IDELO qui sont justement en lien avec la créativité et l'innovation. Et si on regarde nos sujets vedettes, je voulais vous amener voir, attendez un petit peu, on va aller chercher par consulter parce qu'on a justement un webinaire qui s'en vient aussi sous peu. On a étudié un roman autrement. Débloquer la créativité à la maison comme à l'école avec ces 4 défis créatifs STIAM faciles à réaliser. Et on va avoir un webinaire aussi là, sous peu en lien avec la créativité. Donc, on parle de créativité en temps de pandémie, c'est possible. Ces webinaires sur la plateforme IDELO, dans le fond, tous les enseignants de l'Ontario et de d'autres conseils scolaires au Québec ou à travers le Canada, vous avez accès gratuitement à la plateforme. Les formations en ligne sont accessibles, sont là pour tous. Donc, on voit là, favoriser l'engagement, mais on a vraiment plusieurs formations de disponibles. Donc, si jamais vous avez besoin d'un peu plus.
et nos ressources. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller approfondir, d'aller voir comment chercher sur la plateforme, comment utiliser les ressources, mais je vous invite là, à m'écrire un courriel, puis ça va me faire plaisir de vous guider à l'utilisation de la plateforme. Donc, je reviens parce que oui, effectivement, moi aussi, j'ai vu qu'on avait plusieurs chats, puis j'avais de la misère à y revenir. Donc, j'essaie de voir, là. Il y a quelqu'un, en fait, qui demandait là, par rapport à la minuterie, mais si j'ai bien vu, un autre enseignant a répondu, oui, vous êtes en sourdine, si on l'avait mentionné. Attendez un petit peu, ça, c'était au début. Belle occasion d'établir une belle relation avec les élèves et un climat positif. Est-ce que vous partagez avec nous? Est-ce que les spécialistes ont accès? Ça, c'est vraiment au début, c'est ça. Je m'excuse parce que je partageais, j'avais de la misère. Donc, où trouver la minuterie pour afficher à l'écran? J'ai quelqu'un qui a répondu, moi, je l'ai perdu. Moi, j'utilise... Je reviens, mais voilà. Il y avait quelqu'un qui mettait dans le slide. Dans le slide, moi, je me suis aperçue, par contre, que si je sortais de la présentation, ma minuterie, elle se désactivait. C'est pour ça que des fois, je la mets, moi, dans un autre onglet si jamais j'ai d'autres choses à aller faire, juste pour lien. Il y avait Joël Lafont qui avait mis un lien qui avait l'air très intéressant, que je ne connaissais pas pour une application de Classroom Screen. Classroom Screen, oui, c'est ça. Là, ça va vite. Si vous voulez, attendez un petit peu, là, j'essaie. D'où rappel, période de questions. Oui, on s'en vient. Donc, parfait. Alors, j'ai beaucoup des merci. Est-ce que, justement, j'aurais des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions de vive voix ou partager avec nous? Simplement, utilisez là, la petite main, levez la main. Je vais vous permettre d'enlever votre microphone de sur la fonction sourdine. J'ai vu donc Alexandre. Vous pouvez... Voilà, bonjour Alexandre. Bonjour. Dans le fond, moi, ma question s'adresse, c'est plutôt pour le secondaire. J'ai mes jeunes, ils sont toujours sur un back channel, on peut dire un chat, sur leurs propres médias sociaux. Alors, je me demandais, dans le fond, comment est-ce que les autres enseignants font pour gérer ça, puis pour gérer, dans le fond, les comportements non désirables, parce que ça dérange comme beaucoup le cours où les jeunes vont être distraits, puis ils vont pas toujours t'écouter. C'est que des fois, ils vont me demander de répéter, mais à cause de ça, finalement. Moi, je n'ai pas de recette miracle. Ce que je m'aperçois, puis c'est beaucoup déconscientiser de l'impact que cela reste dans un lieu de travail. S'il y avait un emploi à temps partiel et qu'ils faisaient ça, qu'est-ce que ça donnerait? Les ramener à leur concentration en utilisant vraiment la discipline positive. Mais Alexandre, je suis d'accord avec toi, c'est une question que je me pose constamment. J'ai un jeune, à un moment donné, j'ai dit, tu me poses toutes les mêmes questions, tu faisais quoi pendant le cours? Tu jouais-tu? Tu faisais quoi? Parce que là, moi, tu me demandes de prendre du temps avec toi parce que toi, tu n'étais pas à ton affaire quand tu étais le temps. C'est ça qui est frustrant, justement. Ça devient très frustrant. Je ne sais pas si dans les gens, il y a d'autres personnes qui ont des solutions. C'est vraiment des questions que moi aussi, je me pose. Parce que, puis, la meilleure façon à date, c'est de valoriser mon comportement. Hey, merci d'avoir été à l'écoute. C'était agréable que vous ayez suivi, que vous saviez. C'est peut-être d'en faire un petit peu plus de ce côté-là, mais je ne sais pas. J'essaie, j'explore. Ouais. On a discuté avec l'élève et communiqué surtout avec le parent, donc quelqu'un là, qui vous a écrit dans le chat ici. OK. OK. Ben, de mon côté, je parle du respect là, avec les jeunes, là, comme de quoi que c'est un énorme manque de respect pour moi, parce que moi, j'ai pris du temps à préparer. Là, justement, on disait qu'on avait tendance à en faire plus pour eux. Je me retrouve dans ce bateau-là aussi. Mais dans le fond, juste en parler avec du respect, ça l'a un peu aidé, mais ça l'aura jamais arrêté. Je voulais juste savoir s'il y avait d'autres enseignants qui avaient vécu ça aussi. Oui, puis c'est de leur montrer vraiment... je trouve, on parle beaucoup que le multitâche, qu'on est capable de faire des multitâches. Et là, il y a plein de recherches qui sont sorties qui prouvent que le cerveau n'est pas si multitâche que ça. Fait que, des fois, moi, c'est en partant de résultats de recherche que je vais refaire des choses avec les jeunes pour venir qu'à ouvrir la discussion. Puis
qu'elle ne soit pas dans le jugement, mais bien dans le sens où moi, je veux que vous puissiez profiter du meilleur de la vie. Puis pour ça, il faut apprendre à se concentrer. Puis notre meilleur outil pour apprendre à se déconcentrer, c'est celui-là. Comment qu'on réussit à se déconcentrer de façon vraiment, vraiment rapidement, puis qu'on ne sait plus comment se réengager dans ce qu'on fait. Puis, des fois, c'est des espaces de 15 secondes. Tu es complètement désengagé, mais là, tu as le choix. Tu as la décision que tu peux prendre. Je me réengage ou je me désengage. Et de leur montrer ces petites fenêtres-là, moi, souvent, c'est par ça. Je vais passer un reportage que j'ai vu à la TV, à Découverte ou quoi que ce soit. Je vais les conscientiser de cette façon-là. OK, bien, merci beaucoup. Je vais leur parler justement de l'engagement, le désengagement, puis de leur, les rendre conscients par rapport à ça, ça va peut-être aider. Il y a une année où j'ai parlé, Alexandre, d'engagement intellectuel versus engagement par conformisme versus stratégie d'évitement. Le conformisme, c'est on va s'asseoir toujours à la même place à la table parce qu'on est habitué comme ça enlève la charge mentale. Et l'engagement intellectuel, je suis vraiment engagée dans ce que je fais. Fait qu'il y a il y a des articles aussi sur le flow, puis on essayait de faire la différence entre les deux. Quand tu as fait cette activité-là, t'es-tu engagé par conformisme parce que je t'ai demandé de le faire ou tu t'es engagé intellectuellement? Ils vont le vivre l'année prochaine au post-secondaire pour ceux qui sont enseignants en 12e année. Et après ça, c'est quoi tes stratégies d'évitement quand tu ne veux pas faire quelque chose? C'est quoi tes stratégies que tu vas mettre en place pour procrastiner? Parler réellement de la procrastination. Il y a plein de petites ressources par rapport à ça. Et je pense que de cette façon-là, c'est un peu comme je vous disais tantôt, j'ai décidé de ne pas prendre l'approche de fond pour la caméra parce que ça n'aurait pas donné les résultats que je voulais. Parce que je veux que ça leur sert dans la vie de tous les jours. C'est pas juste dans ma classe. Faut que ça aille un peu avec ailleurs. OK. Bien, parfait, merci. Je me suis pris des notes, là. Je vais en parler demain avec mon groupe, justement, de procrastination puis de le déconscientiser là, par rapport à ça. Mais dans le fond, sinon, je ne sais pas, peut-être juste parler, si ça ne vous dérange pas, de comment je fais ça, moi, dans la salle de classe. J'utilise beaucoup les Jamboards. Et puis, je prépare mes Jamboards, je mets des activités sur les Jamboards, puis en le partageant à toute la classe, puis en donnant accès à toute la classe sur modification, mais j'essaie de désengager de même, comme ça, ils ont le contrôle sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tout le monde voit. C'est que ça a quand même bien fonctionné pour moi dernièrement. Oui, puis... parce qu'on a plusieurs mains levées. Oui, bien c'est bon, j'ai terminé, merci. Je ne voulais pas vous couper ça. On a aussi Nassima qui avait une main levée. Est-ce que vous avez toujours... Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Merci beaucoup. Moi, je suis au pavillon maternel jardin. J'avais une question question technique, là, parce qu'on fait souvent le partage d'écran, on essaie de créer des situations conviviales. À date, je n'ai pas trouvé un moyen de voir mes élèves quand je fais le partage d'écran, de voir leurs réactions, de voir quand on travaille sur un document ou qu'on lit une histoire. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une idée sur un moyen de voir mes élèves pendant un partage d'écran. Moi, avec le Chromebook, je ne suis pas capable de faire partage d'écran et être dans un Meet en même temps. Fait que j'ai le privilège d'avoir 2 ordinateurs. Fait qu'il y a un ordinateur que je vais me rentrer comme pour seulement présenter mon écran, puis un autre ordinateur que je vais être dedans, parce que je vais voir tous les jeunes. Ça a été la solution que j'ai trouvée pour réussir à y arriver. Je ne sais pas, Sophie, toi, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, ça a été le Chromebook, ça plantait tout le temps. Je me faisais tout le temps expulser du moment que je le présentais. Fait que ça a été la solution. J'ai un vieil ordinateur qui fonctionne super bien. Comme vous voyez, je ne peux pas faire le changement. Mais avec Zoom, on peut le faire, mais sur un Meet, je ne pourrais pas changer modifier ma mise en page en arrière de moi, là, parce que mon ordinateur est trop vieux pour ça. Mais je peux facilement y arriver de cette façon-là. On a Roxane qui dit, justement, qu'il y avait une main levée, là, qui dit qu'elle a une suggestion. Oui, bonjour Roxane. Oui, bonjour. Juste pour la question de l'écran, parce que moi, ce qui m'a beaucoup embêtée, c'est que je n'avais jamais le même nombre d'élèves de visibles au moment du partage d'écran. Et Pascal Lefebvre m'a dit que ça a à voir avec la taille de l'écran. Et donc, quand on fait un onglet séparé avec la rencontre Meet,
c'est sûr qu'on ne voit pas tous les élèves, mais si on sépare l'onglet et on le met dans un second écran et qu'on agrandit cet onglet-là au maximum, on peut avoir presque une vingtaine d'élèves de visibles versus A4, ce que j'avais avant. Alors, c'est possible d'en voir quand même une bonne partie de la classe, même si on ne la voit pas toute. Alors, c'est juste de séparer l'onglet du Meet et de le déplacer sur le second écran et de l'agrandir au maximum. Et ça fonctionne très, très bien. Et c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Pour ce qui est de l'engagement des élèves, ben, je ne suis pas au secondaire, mais je suis très sensible aux commentaires de parler avec absence de jugement, parce que je pense que les jeunes, comme les plus jeunes, ils le sentent dans notre voix quand on les juge. Alors, pour moi, ce qui fonctionne très bien, c'est de rappeler l'objectif, rappeler est-ce que cet objectif-là, il est valable pour nous, pour tout le monde, et puis de faire une démonstration du comportement recherché et du comportement qui n'est pas recherché. Ils prennent beaucoup de plaisir à faire ces démonstrations de comportement, puis après ça, on part sur une bonne base. Et ça ne prend pas beaucoup de temps, mais à chaque fois, pour chaque activité, surtout s'ils doivent être vraiment engagés, on revoit c'est quoi un comportement favorable. Qu'est-ce qui peut nous aider tous dans la réussite? Et alors, ce partage, j'ai adoré l'échange. Je trouve que c'est incroyable cette richesse que nous avons quand on peut se parler. Alors, un grand, grand merci. Merci à vous. On va en prendre un dernier, Monsieur Pierre-Luc. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, bonsoir, oui. Donc, super intéressant, Sophie et Jasmine. Merci pour le partage. D'autres stratégies peut-être d'engagement aussi que moi j'utilise avec mes élèves en ligne et que j'utilisais pas mal en personne aussi quand je suis en salle de classe dans une école. Souvent, ça va être partir d'un certain enseignement explicite. Hein. Puis quand on veut que les élèves se restent accrochés, ben, il faut leur montrer les outils pour pouvoir vraiment faire la tâche comme il faut en bout de ligne. On a des fois tendance, puis je vais faire mon meilleur culpa, je l'ai fait moi aussi dans ma carrière, de dire allez lire ça, puis faites l'exercice. Mais en quelque part, il y en a qui sont capables de faire ça, mais pas tout le monde. Donc, avec l'expérience, avec le recul, c'est souvent de dire, OK, on va essayer de le morceler. Moi, je vais faire mon modelage. Je vais vous montrer comment moi, je m'y prends pour, par exemple, analyser un texte. J'enseigne des cours de langue majoritairement. Ensuite, petit à petit, on se place dans une position de co-apprenant. On va essayer d'en analyser des chansons ensemble ou des poèmes ou peu importe. Là, après ça, on va pouvoir le faire avec quelques partenaires. Éventuellement, pour leur tâche d'évaluation, souvent, ça va être, là, tout ce que vous venez de vivre dans la dernière semaine, les dernières 2 semaines, là, vous allez pouvoir prendre ces expériences-là, ces habiletés-là que vous avez développées, puis les utiliser à bon escient pour compléter une tâche d'évaluation, qu'il n'y aura pas de surprise. Donc, règle générale, dans mes cours, j'essaie d'enlever ce côté-là de surprise puis de dire, OK, on va planifier quelque chose. J'ai toujours un menu de la période qu'avant, j'écrivais au tableau, puis maintenant, j'écris dans le flux du classroom ou autrement. Puis je reviens toujours sur la planification à plus long terme aussi. Donc, en enlevant ces surprises-là, puis les élèves savent à quoi s'attendre, mais règle générale, il va aussi avoir un petit peu plus d'engagement. Puis quand ça vient à des tâches de communication orale, je sais que Sophie et Jasmine en ont parlé, de l'importance de donner la voix à l'élève, de leur donner un certain montant de temps de réflexion et tout ça, qui est excellent. Je pense aussi, en tant qu'enseignant, des fois, c'est de nous mettre dans les chaussures de l'élève, puis lui montrer, OK, une bonne communication orale, ça va avoir de l'air de quoi? J'ai souvent tendance à me filmer, faire des exemples et des contre-exemples de ce que je veux comme présentation, par exemple, puis dire, OK, là, on va le regarder puis on va le critiquer. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que je devrais faire différemment la prochaine fois? Donc, partir avec un exemple comme ça, c'est une façon aussi d'aller, je pense, les chercher et les engager. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos partages. Merci Jasmine, merci Sophie. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter un petit quelque chose, un petit mot de la fin. Oui, je vous ai pris par surprise. Non. Donc, moi, je tenais à remercier Jasmine. Merci beaucoup pour cet échange et ce moment de planification ensemble. Ça a été très riche pour moi. Merci aux participants, merci aux échanges, merci
que ce soit par le chat ou par d'avoir ouvert votre micro. Merci beaucoup. Pascal, merci beaucoup de rendre ça possible. Roxane aussi est en arrière-plan. Merci beaucoup, Roxane, de rendre tout ça possible pour nous. Et puis, de donner une importance à notre développement professionnel. C'est ça que je trouve très important parce que c'est important de continuer à réfléchir, mais aussi à se perfectionner dans ce beau monde. Oui, puis c'est important aussi. Moi, j'ai trouvé que durant tout le processus qu'on a fait, je me suis sentie privilégiée parce que ça m'obligeait de mettre des mots sur des choses qui, des fois, sont naturelles ou que je n'avais pas nécessairement réfléchi à pourquoi je le fais et dans quel contexte que je le fais. Fait que j'ai adoré ça. Et j'ai adoré aussi constater que être pédagogue en première année ou être pédagogue en 11e année, il y a tellement de choses qui s'interrelient parce qu'à quelque part, on est tous des pédagogues. C'est vraiment intéressant de concevoir l'apprentissage et de réfléchir. Et ces moments de discussion-là qu'on a la possibilité d'avoir, ces échanges-là ou les visites virtuelles qu'on peut aller faire dans des salles de classe présentement par V, c'est du bonbon. Parce qu'après ça, on peut en jaser, puis parce qu'on en a jasé, peut-être qu'une phrase va nous inspirer, puis va nous amener à aller plus loin, va pouvoir nous pousser à sortir un peu plus de notre zone de confort ou à recréer nos repères. Fait que merci beaucoup, merci Pascal, merci Roxane pour votre soutien, puis merci à toutes les personnes qui ont pris le temps dans le chat de mettre un petit mot, de partager un outil, un lien. Moi, j'ai essayé de copier au fur et à mesure les petits liens, puis ils sont ouverts sur un onglet pour que je puisse aller les visiter. Fait que merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, puis juste un petit mot aussi que le prochain webinaire collaboration entre le CPO et IDELO, le 20 janvier, qui aura lieu sur, justement, là, on parlait là, de l'évaluation, donc sur l'évaluation de l'élève en mode virtuel. Alors, on vous invite là, à participer en grand nombre. Donc, merci beaucoup.